Alors, ce panel 2, il va s'intéresser à l'adéquation des emplois et ressources humaines, problématiques et axes de progrès. Merci. La parole est à vous. Si j'arrête. Donc, merci Célia. Bien sûr, nous ne commençons pas à partir de zéro. On a déjà été précédé par un panel très riche. Certainement, les intervenants avec l'expérience qu'ils ont et l'expertise et la responsabilité aussi. Et puis, à partir de ce qui a été dit dans le premier panel, ils vont aborder la question de l'adéquation de l'emploi et des ressources humaines, qui est réellement une problématique qui a été soulevée dans à la fois les interventions et les questions de l'assistance. Donc la problématique et axe de progrès. Je vais rapidement donner la parole à Madame Raja Vité, la seule dame du panel, donc ce serait indélicat. Donc, Madame Raja Vité est chercheure en intelligence territoriale à l'université d'Oufey. Elle a d'autres casquettes, certainement il va dans sa présentation aussi les présenter à l'assistance. Tu commences. Bonjour tout le monde. Raja Vité, animatrice et coach territoriale, membre du réseau pan-africain des associations d'intelligence économique et chercheur en intelligence territoriale, comme il a été précédé par Sijawet, à l'université de l'Autofec de Kinitra. Dans un premier temps, je remercie les organisateurs pour leur appel et leur encouragement aux chercheurs de la région et leur implication de ces chercheurs dans la région, dont moi et Kartal, dans plusieurs projets sur le développement territoire de la région, notamment à Passal et Kinitra. Bon, je suis sollicitée pour présenter brièvement mon thème de recherche. Mon thème de recherche porte sur les zones industrielles durables. Quel modèle de zone industrielle durable pour un développement territorial? Alors, mon projet porte sur d'abord la réalisation d'un diagnostic stratégique du processus de conception, d'aménagement et d'exploitation des zones industrielles durables. L'analyse du niveau de la durabilité des zones industrielles existantes, et puis identifier les pistes de réflexion et les lignes directrices des exigences de performance d'un modèle de conception de zones industrielles durables, intégrées, inclusives et compétitives pour les régions et le Maroc en général, et puis proposer un modèle de conception de zones industrielles qui assure la durabilité par la prise en compte de facteurs sociaux, environnementaux, économiques. Alors, je ne vais pas parler de l'inadéquation entre emploi et formation, mais je vais parler sous un autre angle de cette problématique. Je vais parler des structures qui reçoivent ces compétences, notamment les zones industrielles et les parcs industriels. Au Maroc, ou bien pour la région de Kinitra, nous n'avons pas besoin uniquement de zones franches. Nous avons besoin de zones industrielles, plusieurs zones industrielles. J'ai eu l'occasion de visiter pas mal de zones ici à Kinitra et qui nécessitent vraiment un accompagnement, un développement pour recevoir ces compétences, pour proposer des emplois. Et je vais parler dans un contexte d'une zone industrielle. La notion de durabilité, il vise quoi exactement? 3 objectifs en principe. L'objectif économique, environnemental et social qui est négligé souvent dans les politiques et les stratégies industrielles. C'est-à-dire qu'il vise à ce qu'ils deviennent ces zones un succès économique, et ceci bien pour la région, pour le pays et pour l'entreprise aussi, et pour minimiser l'impact négatif sur l'environnement. Et le 3e objectif qui est primordial, c'est respecter et satisfaire les besoins des employés, des entreprises et la population qui entoure la zone industrielle durable.
De manière générale, au Maroc, et ici dans la région précisément, dont j'ai eu l'occasion, comme j'ai cité, de visiter plusieurs zones industrielles, la situation actuelle fait état de quelques zones sont dégradées, d'autres ne sont pas attractives pour les investisseurs, et d'autres, bien sûr, qui sont opérationnelles, mais avec un taux de valorisation très très bas. Et d'autres qui sont confrontés à des situations conflictuelles avec leur voisinage. Donc, M. Belrazi, il est là, il peut confirmer que cette dégradation a été constatée lors d'un projet sur lequel nous avons travaillé pour la région Témara, pour exactement la zone industrielle à Inaté. Et le retour des industriels était très étonnant, s'agissant qu'ils n'ont pas même tout ce qui est basique, l'assainissement, la voirie, etc. Donc la notion de durabilité, elle est trop loin. Donc par rapport à mon sujet, j'ai abordé un modèle qui s'appelle comme une solution le site master plan, qui est un outil très puissant pour une meilleure gouvernance de gestion des zones industrielles, notamment à l'instar qui se passe en Allemagne et en Inde. Donc c'est un site master plan, c'est un outil où le concept de développement durable est la ligne directrice pendant tout le processus d'aménagement, de conception et même de réhabilitation des zones industrielles durables. Donc ce site master plan, il intègre le concept de développement durable, comme j'ai cité, dans toute la chronologie des opérations d'aménagement. Il met en cohérence toutes les diverses interventions et puis il définit même le type de projet à mettre en place et il propose des objectifs, il priorise ces objectifs et il propose même des moyens. Aussi, il se prononce sur la faisabilité de projets, tout en introduisant des contextes à caractère international, régional et même local, et surtout la portée territoriale de chaque zone industrielle. Revenant au Maroc, le tableau n'est pas si noir. Il y a des initiatives comme le cas des zones industrielles, la TFZ, le cas de Tanger, le cas de Kinitran. Il y a aussi l'expérience et l'initiative de la Chambre de commerce française, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Il y a l'ONUDI, l'Agence des Nations Unies pour le développement industriel, qui a développé des initiatives dans 6 pays du monde, y compris le Maroc, depuis 2005, qui visent la durabilité des zones industrielles. Et dernièrement, il y a l'initiative du MCC, le Millennium Challenge Corporate, pour la création des zones industrielles pilote 4 au niveau du Maroc, et même la restauration d'autres zones existantes dans le cadre du FONZIT. Et je vous remercie. Donc, Madame Raja nous a introduit dans l'ouverture de l'université aux problématiques qui sont vécues par le territoire, parce que cette question a été cette problématique a été beaucoup soulevée par les intervenants, mais surtout par la salle. Donc voilà un exemple. D'ailleurs, il y avait aussi l'autre exemple de Madame Janet. L'esprit d'une recherche-action, c'est de questionner les problématiques territoriales, en particulier dans le cas de Madame Raja Abdelfré, la question de l'implantation de la gouvernance des zones industrielles, et peut-être aussi des pôles industriels dans le cas de notre région, et le principal objet de notre demi-journée. Il soulève des problématiques de relations entre ressources humaines, parce que c'est un sujet aujourd'hui, et le contexte de leur activité. Il y a aussi une tendance à proposer des solutions à ces problèmes. Je passe maintenant la parole à monsieur
Hassoun, directeur régional de l'ANAPEC. On sait très bien le rôle de l'ANAPEC dans la promotion de l'emploi et aussi toute la responsabilité qu'elle assume, qu'il doit aussi assumer, surtout dans la phase transitoire d'une vie concomitante, de l'exigence de transformer ou parfois d'instaurer une culture ou un imaginaire industriel dans un territoire qui ne l'était pas, et puis peut-être aussi toute la problématique de l'adéquation de la formation aux exigences des entreprises, qui est complexe. Donc, à vous la parole pour à la fois présenter votre mission et puis vos expériences, vos points de vue, les perspectives et éventuellement peut-être aussi envisager des ouvertures sur d'autres acteurs du territoire. Merci beaucoup. Donc, moi je voulais partir du terrain, étant donné qu'on appelle que c'est un dispositif d'intermédiation en relation permanente avec les professionnels, mais aussi avec les chercheurs, les jeunes diplômés, les chercheurs d'emploi. Donc je vais essayer de partir du concret de ce qu'on est en train de vivre quotidiennement au niveau du marché de l'emploi pour partager avec vous un certain nombre d'idées et aussi réfléchir ensemble sur l'avenir. Comment peut-on aujourd'hui mettre en place un dispositif qui pourrait répondre à cette question éternelle d'adéquation, formation, emploi. Donc, je rappelle brièvement que l'ANAPEC est un établissement public, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences. C'est un établissement public d'intermédiation qui est appelé à accompagner les investisseurs en matière de satisfaction en ressources humaines et de l'autre côté, accompagner les diplômés, les jeunes qui sont demandeurs d'emploi à travers soit un matching direct entre l'offre et la demande, soit à travers des programmes d'adaptation par rapport aux besoins réels des employeurs. Et cela se fait aujourd'hui avec des programmes nationaux que l'ANAPEC gère en matière de promotion de l'emploi, que ce soit le programme CE, le programme IDH. Cette question éternelle qui revient toujours de l'adaptation de la formation aux besoins de l'environnement socio-professionnel, qui en est responsable de cette question? Est-ce que ce sont les universités, les écoles, les instituts, ou bien il y a une autre façon de voir par rapport à cette problématique? Moi, personnellement, en tant que quelqu'un qui a côtoyé pendant une trentaine d'années cet environnement, je peux dire que l'université et l'établissement de formation nous préparent la bonne étoffe. Donc, aujourd'hui, le rôle des établissements et de formation, quelle qu'elle soit, c'est de préparer la bonne étoffe. Et c'est à nous, un établissement de promotion de l'emploi, avec les partenaires, tous les partenaires, c'est un écosystème qui doit réagir. Nous devons, à travers cette bonne étoffe, passer à la haute couture. Voilà. Donc, c'est l'exemple aujourd'hui que nous essayons de démontrer sur le marché de l'emploi que, effectivement, ce qu'on reçoit de l'université, ce sont des jeunes qui réfléchissent, qui ont une capacité de synthétiser, d'analyser, qui peuvent aller de l'avant, mais ils ont besoin d'un complément de formation, ce qui est normal. Et aujourd'hui, il est démontré au niveau de tous les pays du monde, et particulièrement les pays industrialisés, que les multinationales se dotent de plus en plus des académies de formation interne. Ce qui fait, ça montre bien qu'aujourd'hui, on ne peut jamais dire que l'université ou bien les écoles de formation professionnelle doivent impérativement préparer de sur-mesure. Donc le sur-mesure n'existe pas aujourd'hui, mais c'est de la formation d'adaptation qui doit répondre à cette question. Maintenant, la difficulté réside dans le fait comment industrialiser ce dispositif. Rendre un dispositif qui fonctionne d'une façon fluide, à répondre tout le temps à ses besoins
en temps réel et à travers des compétences qui répondent aux besoins. C'est vrai que des efforts lourds sont en train de se faire aujourd'hui par rapport à cette question. Au niveau du Maroc, il faut le dire, ça reste toujours des expériences pilotes. Et je crois que notre région, Rabah Sarr-Kinitra, c'est une région modèle en matière de réflexion sur cette question. Je n'ai pas assisté au premier panel et surtout l'intervention de M. Le Razi, qui est un ami de là-bas. C'est quelqu'un qui nous a accompagnés dans une étude régionale sur tout ce qui est emploi. Je crois que le travail qui a été fait, c'est un travail qui mérite d'être partagé au niveau de toutes les régions, en partant d'un plan, un PDR, un plan de développement régional, comment peut-on décliner à travers ce plan de développement régional un programme régional d'emploi, un PRE, un programme régional d'emploi. Ce genre de mécanisme qu'on est obligé aujourd'hui de développer au niveau des régions vont vraiment répondre à cette question de l'adaptation des profils des jeunes par rapport aux besoins d'entreprise. Je cite l'exemple de PSA, par exemple, le jour Citroën, de Kinitra, qui aujourd'hui réalise presque 80% de ses insertions à travers un APEC, que la quasi-totalité des jeunes insérés passent par la formation. La totalité passe par la formation parce que le poste de travail, s'adapter au poste de travail, nécessite obligatoirement une formation complémentaire qui met le zoom sur le poste de travail de PSA. Et chaque entreprise aujourd'hui a sa manière de faire, a son process de production, et le jeune et l'université aujourd'hui, il ne peut pas de toute façon le préparer sur mesure par rapport à tous les besoins des industriels. Donc, moi je ne vais pas être long, mais je vais proposer des choses concrètes pour pouvoir répondre à cette problématique. Aujourd'hui, parmi les propositions qu'on doit mettre en place, c'est cette veille prospective sur le marché de l'emploi. On est obligé aujourd'hui de passer à l'instrumentation de cette veille prospective qui nous donne, qui nous éclaire sur les besoins à court et à moyen terme, donc à l'horizon de 2 ans maximum, parce qu'au-delà de 2 ans, ça devient difficile. On a déroulé l'exercice. Malheureusement, un certain nombre d'entreprises n'ont pas de visibilité au-delà de 2 ans. Donc on reste à 2 ans maximum. Quels sont les besoins aujourd'hui par région, dans la région de Rabah Sarr-Kinitra, par secteur et par emploi métier. Donc je crois qu'il est impératif aujourd'hui d'aller dans ce sens et de préparer, de recenser ces besoins à travers, peut-être qu'on n'aura pas les moyens nécessaires pour faire l'exhaustivité de cette étude, mais essayons d'aller vers la règle de Pareto des années 80, essayer d'interviewer les entreprises, les 20% des entreprises qui créent 80% d'emplois en moins. Comme ça nous donne au moins la tendance de la création d'emplois sur le marché. À travers cette étude qui va nous éclairer sur les secteurs porteurs, sur les emplois en métier. Lorsque je parle de veille et d'études, ce n'est pas de l'extrapolation, mais c'est de l'étude du cas par cas par rapport à chaque poste de travail et quelles sont les compétences demandées au niveau de chaque poste de travail. C'est une étude qui est très détaillée, je vais partager par la suite avec vous les outils qu'on utilise aujourd'hui. C'est du face-à-face avec les DRH pour justement définir avec eux les besoins par compétences. Donc, à travers cette étude, on essaie par la suite, donc, par secteur, par emploi métier, et on fait après la consolidation. Donc, la consolidation de tous ces besoins par secteur, par emploi métier, et on peut passer par la suite par province. Et cette province de la région de la Sarr. L'idée, c'est que une fois qu'on aurait terminé cette étude, on a les chiffres précis, on doit confronter cette étude avec l'appareil de formation, la carte de la formation aujourd'hui de notre région. Est-ce que les profils aujourd'hui qui sont formés au niveau des établissements de formation correspondent exactement, plus ou moins, aux besoins des entreprises? Généralement, ça fait d'après 2008 qu'on est en train d'initier cette étude, donc jusqu'à maintenant, tout le temps on a un delta important entre ce qui est demandé par les entreprises et ce qui est mis sur le marché de l'emploi et ce qui est demandé par le marché de l'emploi.
et la réactivité, l'intelligence collective qu'on doit mettre en place, c'est une question qui doit être gérée par un écosystème. C'est comment peut-on anticiper ces besoins et mettre en place des dispositifs de formation adaptation pour pouvoir répondre au moment opportun à ces besoins. Donc, on a essayé cette logique, cette approche, ça fait maintenant 5-6 ans, on a commencé à industrialiser l'approche et ça commence à donner de très bons résultats. Parfois, on est allé même à viser des formations de reconversion, pas d'adaptation. On a des jeunes avec des profils qui sont plus ou moins adaptés à la reconversion par rapport à des filières et des secteurs qui sont proches à leur formation initiale. Donc maintenant tout cela nécessite trois choses importantes. Tout d'abord un écosystème qui veille sur cette observation, parce que ce n'est pas une question qui intéresse uniquement la paix, c'est le public, c'est le service public en point, mais aussi tout ce qui est l'autorité locale, les associations professionnelles et pourquoi pas les opérateurs de formation de toute la région, les universités, les instituts de formation professionnelle, et ainsi de suite. Pour valider pour moi la démarche, il faut que cette démarche soit validée par tout le monde, et il faut aussi que chacun de ces partenaires participe à la mise en œuvre de cette opération. C'est vrai que les moyens de sa mise en œuvre sont à la charge de l'APEC. Nous, on a des conseillers en emploi qui sont basés sur cette question d'aller vers l'employeur et sont retenus avec lui pour arrêter les besoins, mais on peut aussi encadrer l'équipe de cet écosystème. Deuxième chose qui nous paraît importante, et vraiment c'est la clé de réussite de l'opération, c'est les mesures qui vont accompagner cette opération. Parce que lorsque je parle de formation adaptation, ça suppose du financement derrière. Donc le financement derrière, pour financer ces formations, ces financements aujourd'hui sont disponibles chez la RAPEC. Donc je vous rassure que lorsqu'il s'agit d'une formation qui répond à un besoin identifié, on a tous les moyens nécessaires pour adapter le profil par rapport aux besoins. Il n'y a pas de problème par rapport à tout ce qui est moyens financiers. Troisième chose, qui n'est pas des moindres et qui est importante, c'est d'avoir des opérateurs de formation d'excellence qui peuvent nous accompagner. Parce que si on lance des études, si on arrête ses besoins, mais en face, on n'a pas des opérateurs de formation qui sont à la page, on ne peut pas malheureusement réaliser ces formations qui sont de plus en plus des formations de pointe, sont vraiment des formations pointues. Et c'est un problème auquel on est confronté aujourd'hui. C'est la réalité de la région de la Salé-Kéntra. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des autres régions qui sont éloignées? Donc, au niveau de la région de la Salé-Kéntra, la capitale, où il y a le grand pourcentage des établissements d'excellence, on est confronté à ce problème de qualité de formation. Qualité de formation. Voilà. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, on doit créer un marché de formation. Ou bien on doit tirer vers le haut un marché de formation. Et lorsque je parle de marché de formation et d'adaptation, ce n'est pas forcément un marché public, l'université ou bien les établissements de formation professionnelle, mais surtout du privé qui sont très réactifs par rapport à ce genre de choses. Donc voilà, grosso modo, cette réflexion terrain, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre au quotidien au niveau de la RAPEC, du marché de l'emploi. Et merci. Merci à vous, c'est Mahmoud Alioub Hassoun. Donc, on s'en doutait, il y a toute l'expérience de la NAPEC qui vient d'être résumée dans ce mot. Et surtout, c'est aussi une réponse peut-être à quelques questions qui ont été soulevées dans le premier panel. C'est un regard pertinent et aussi positif, constructif du rôle de l'université, qui n'est pas là forcément pour répondre à un besoin ponctuel poste de travail dans une entreprise quelconque, mais qui finalement joue pleinement son rôle et donc c'est encourageant. Et moi, en tant qu'universitaire, je me réjouis d'entendre ça d'un responsable qui, sur le terrain, est tout le temps confronté à cette problématique d'adéquation ou d'inadéquation. D'ailleurs, c'est un débat très philosophique qu'on prononçait. L'université n'est pas là pour répondre à un besoin d'une entreprise, elle est là parce que là, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus large le rôle de l'université. Mais même dans la réponse aux besoins du marché, d'après M. le directeur régional,
d'université en formant les gens finalement à des capacités d'adaptation, à des capacités d'évolution, et puis avec le minimum de technicité qu'ils ont, ils jouent réellement son rôle en Europe. Bien sûr, rien n'est parfait, il y a beaucoup de choses à faire aussi pour améliorer son rôle. Je retiens aussi les 3 points qui ont servi de conclusion. C'est l'écosystème, c'est l'intervention de tous les acteurs, c'est les mesures financières qui doivent accompagner ces projets. Donc on va reparler du projet après. Et aussi, il faut qu'il y ait, parce que la connaissance se transmet, il faut qu'il y ait donc, des établissements, des opérateurs de formation qui ont l'excellence à transmettre. Je vous remercie, toujours dans cette adéquation entreprise-formation. Je passe la parole à M. Ayoub Chabouni, notre ami de l'AGEF, et aussi c'est un co-organisateur qui a aussi organisé cet événement. Donc M. Ayoub va aussi peut-être parler de certaines propositions qui serviraient à un peu réduire le gap entre formation, entre université, entre établissement de formation professionnelle et entreprise. Je vous passe la parole. Merci Joël, merci l'AGEF Centre, merci la Société de recherche pour le développement durable et CLIC pour l'organisation de cet événement. Je pense que le sujet de l'éducation est très vaste et peut-être moi en tant que représentant d'une entreprise et de la fonction RH, je peux me concentrer sur, essayer d'être plus efficace, et se concentrer plutôt sur une phase de la vie du candidat avant d'arriver à l'entreprise. Donc peut-être pour nous, si on prend la phase de transition entre l'étudiant et l'entreprise, c'est une phase intéressante, et notamment lorsqu'on parle de la phase du stage. Aujourd'hui, le stage constitue une transition très très importante dans la vie du candidat, parce que c'est là où le stagiaire découvre l'entreprise, c'est là où il découvre, il apprend les réflexes de l'entreprise, et c'est là où il s'habitue à la culture de l'entreprise. Le problème, c'est que aujourd'hui, sur le plan stage, on pense qu'il y a une problématique à double face. Donc il y a 2 problématiques. La première, c'est sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Pourquoi? Déjà sur le plan quantitatif, aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui accueillent les stagiaires. Et pour chaque fois, on trouve des stagiaires, des étudiants qui galèrent pour trouver un stage. Et donc, toujours un problème pour trouver un stage. Et n'oublions pas que l'entreprise, de l'autre côté, qui n'accueille pas les entreprises, elles se retrouvent en train de payer le prix. Parce qu'aujourd'hui, si les entreprises jouent le jeu, si les entreprises accueillent les étudiants, soyons certains qu'ils vont gagner dans la formation de ce stagiaire. Par contre, on se trouve face à il y a peu d'entreprises qui font le travail des autres. Sur le plan qualitatif, lorsque le stagiaire atterrit dans une entreprise, en général, il est lâché dans la nature, et donc pas d'orientation, pas d'encadrement, pas de plan d'intégration, et donc la question, qu'est-ce qu'il a appris pendant ce stage. Et donc en général, on se retrouve on réduit le stage à une formalité plutôt, je dirais, administrative, et à une case à cocher, et puis un document à fournir pour délivrer le diplôme. La question qui se pose, il faut balancer entre le stagiaire qui ne réussit pas ce stage et qu'est-ce que l'entreprise doit faire pour réussir ce stage. Et donc, je pense que l'entreprise aujourd'hui, si elle veut tirer profit et elle veut aider ses stagiaires, ses futurs candidats à être adaptés, à être aptes à rentrer dans la vie de l'entreprise, il faut qu'elle prenne le stage comme un processus d'embauche, un processus de recrutement.
Donc ce qui est demandé, c'est que les entreprises assimilent le processus de stage à un processus de recrutement. Et donc, avec la définition de sujets à traiter, avec un processus de sélection, d'entretien, je dirais d'intégration, d'accueil, de mentoring, pour que le futur candidat soit apte à rentrer à la vie de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises passent beaucoup de temps à former, à faire adapter le futur candidat. Chez CMCP International Paper, dont je fais partie, donc dans le passé, on a été face à des dysfonctionnements de ce genre-là, notamment sur les plans. On recevait beaucoup de stagiaires, mais à la fin, je dirais, sans apport qualitatif. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a sensibilisé nos managers sur la nécessité de trouver des sujets, de transformer les opportunités de sujets pertinents, des opportunités d'amélioration en sujet de stage, pour transformer ces opportunités de stage et pour aider les stagiaires à intégrer l'entreprise et être plus efficaces dans leur peut-être il y a d'autres opportunités à aborder. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui promouvoir d'autres types de formations, notamment en alternance. Parce qu'aujourd'hui, il faut élargir la vie de l'étudiant dans l'entreprise avant d'arriver à l'entreprise. Parce que du moment que l'étudiant ou le candidat arrive à l'entreprise, en général, l'entreprise est pressée. Elle veut qu'il soit efficace dès le premier jour. Et elle n'a même pas le temps de le renvoyer pour être formé, de le renvoyer pour compléter sa formation pour qu'il soit. Donc c'est ça la problématique, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de candidats, de personnes qui soient prêts, je dirais, dès le premier jour. Même aujourd'hui, on prépare un plan d'intégration et il y a des managers qui grignotent sur ces plans d'intégration pour que la personne soit le plus rapidement opérationnelle. Et donc la problématique, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on doit trouver l'équilibre entre, comme on a dit, il a dit que c'est vrai qu'il y a des mécanismes de formation, il y a des mécanismes d'intermédiation, mais il faut trouver l'équilibre entre après la formation et avant la formation. Ce qui fait chaque partenaire, il doit jouer son rôle pour trouver l'optimum entre la préparation avant la formation, avant qu'il soit bon professionnel, et la formation complémentaire qu'il peut y avoir. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui va faciliter l'adéquation entre les profils requis et les candidats, c'est plutôt faire de ces candidats des gens qui peuvent apprendre rapidement, cohabiter facilement, communiquer aisément, et qu'ils soient dotés d'une culture d'éthique, d'une culture de respect, de diversité, pour bien sûr accompagner aujourd'hui les entreprises, surtout les entreprises multinationales, où on trouve beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de respect par rapport à ces points-là. Voilà, donc je ne veux pas qu'aujourd'hui on vit dans un environnement très très délicat, dans un environnement de plus en plus exigeant, et on demande aux candidats et on demande à nos employés d'être de plus en plus exigeants et de plus en plus efficaces. Voilà, Merci Ayoub. Bien sûr, la problématique de l'emploi des jeunes est très complexe et il faut user de tous les moyens, de tous les petits détails, il faut porter toute l'attention nécessaire. Le stage aussi constitue une imprégnation du jeune chercheur d'emploi de l'environnement d'entreprise. Pourquoi ne pas le un petit peu avant. D'ailleurs, dans les programmes universitaires, il y a des stages aussi avant le licence, avant le master. Et puis ouvrir l'université aux entreprises.
vice-versa. Surtout que parfois le fait d'aller voir l'entreprise aide l'étudiant à revenir à l'université avec des questions réelles, des questions du terrain, des questions concrètes. Et donc ça rend performante même l'action de l'université dans ses apprentissages même théoriques. Il y a aussi finalement il y a et ça aussi ça rejoint le directeur régional de l'ANAPEC, il faut voir les choses comme un écosystème, il faut que tout le monde s'implique, comme dit, parce que la problématique de l'emploi est très complexe, et le territoire peut être le support de ces interactions. Là, c'est pour parler pour revenir un petit peu au concept d'intelligence territoriale, c'est qu'on profite du territoire, des GORA, des voisinages, pour que, au lieu d'avoir des milliers de projets éparpillés dans le territoire, qu'on fait émerger une idée de projet territorial qui fédère les dynamiques des différentes institutions, des différents acteurs locaux. Et donc cette notion de projet territorial m'amène directement à M. Younes. Voilà, vous allez nous parler un peu d'approche projet. Et Youssef, d'abord. Younes. Désolé. Donc, très rapidement, je remercie mes collègues pour leurs interventions, les interventions du premier panel. Vraiment très intéressant. Je remercie beaucoup les organisateurs parce que d'abord, le développement de l'intelligence territoriale démarre par la création d'espaces comme celui-là, où on échange, où on partage, où on dit les choses en face et on développe les territoires. Pourquoi pas? C'est une intelligence territoriale et ça manque énormément. Et donc je regrette énormément que la salle est vide, alors que c'est un sujet qui concerne beaucoup de citoyens, quelle que soit leur nature et quelle que soit leur âge. Donc c'est une autre histoire et sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Rapidement, je suis président de l'Association marocaine de management de projet. C'est une association qui est affiliée et fédérée par IPMA. IPMA, c'est International Project Management Association, qui regroupe tous les professions sur le plan international. Nous sommes dépositaires de tous les standards, autant en termes de compétences individuelles en management de projet qu'en compétences organisationnelles. Et le sujet, je reviendrai sur la partie organisationnelle dont Sissa Belrazi a parlé, qui était vraiment très intéressante et qu'il ne faut pas occulter. Donc notre association, c'est une association, c'est pour promouvoir et développer les compétences en management de projet, mais aussi les développer à travers l'impact qu'elles peuvent avoir au niveau de la société. Donc on a aussi une responsabilité sociétale, éthique, par rapport à ce qu'on fait et par rapport à ce qu'on réalise. Donc à ce titre, je souhaiterais aborder le sujet d'adéquation entre l'emploi et les compétences au niveau du territoire, mais je vais le prendre au niveau des territoires, au niveau du Maroc en général, pour laisser tout le monde à l'aise. Mais c'est pas méchant, ne vous inquiétez pas. À travers l'analyse des stakeholders, ou ce qu'on appelle les parties prenantes, et j'en ai identifié principalement trois. D'abord la partie institutionnelle, et puis la deuxième c'est la partie entreprise ou le tissu économique dont on est en train de parler, et aussi ce qu'on va parler c'est les ressources humaines, et les ressources humaines sont multiples, parce que quand on parle d'adéquation, on ne sait pas de qui on parle. Est-ce qu'on parle du jeune qui arrive à l'emploi, ou on parle du senior qu'on doit attirer pour venir dans cette région s'installer? Donc on parle d'une population hétérogène avec des dimensions et des besoins qui sont multiples. Donc si je reviens sur la partie institutionnelle, d'abord définissons un territoire. Un territoire, ce n'est pas juste une dimension spatiale ou un partage de valeurs ou un partage de ressources. C'est d'abord et avant tout un projet, un programme. Un programme qui est clairement défini, auquel on attribue des ressources. Ces ressources peuvent être de type financier ou de type humain. Et généralement, ce genre de programme, tel que l'a défini le professeur Belrazi tout à l'heure, à travers les PDR, les plans de développement régionaux,
se déclinent eux-mêmes par des programmes. La question et la bonne question, et c'est le Brésil l'a bien dit, c'est que ce rapport a été fait par un cabinet international. Je ne critique pas le rapport en lui-même. Ce que je regrette, c'est que d'abord il a été fait par une tierce personne que par l'institution elle-même. Et quand bien même l'institution a été consultée pour faire ce rapport, est-ce que pour construire réellement un projet avec une vision sociétale, qui est le territoire, on pourrait le faire juste à travers un rapport? Je suis un peu dubitatif. À ce sujet, on parle de programme et on parle de... Donc ça veut dire qu'à un certain moment, on va parler d'arbitrage. Et un arbitrage par rapport à quelle stratégie régionale? Est-ce que la stratégie est éditée? Est-ce qu'elle est pesée? Est-ce qu'elle est évaluée? Et est-ce qu'elle est reliée à d'autres programmes? Parce que toute notre problématique, c'est de pouvoir relier tous les programmes entre eux et de trouver la meilleure synergie et la meilleure façon de faire pour construire un projet sociétal. Par contre, je n'ai jamais vu dans un PDR, celui par exemple dont on a parlé, qu'il y a un sous-programme sur le développement des capacités locales pour développer les territoires. Aujourd'hui même, je vous dis, les conseils régionaux ne disposent pas d'une PMO, ne disposent pas de capacités pour pouvoir exécuter leur propre programme. Donc, ça c'est des réalités, et d'ailleurs c'est des réalités que vous les verrez à travers aussi des constats que vous voyez dans les médias. Aujourd'hui, on dit que le budget il est voté, et le projet n'a même pas démarré, il n'a même pas été exécuté, et finalement, ça pose un problème global. Donc là, je reviens sur l'implication et l'importance d'abord de développer des ressources locales pour avoir la capacité, l'intelligence de développer réellement un territoire. D'abord, c'est la source même d'intelligence territoriale. C'est de mettre tout le monde sur la même table et les discuter pour développer ce. Donc, ma proposition à ce stade, c'est que, que nos institutions qui pilotent les programmes, et c'est un grand challenge national, réellement c'est un grand challenge régional sur lequel on s'est attelé à faire un programme sans se poser le problème de ressources. Parce que réellement, si on s'est posé la problématique de ressources, la question de gestion prévisionnelle des ressources humaines ne serait pas posée. On saura exactement de combien de candidats on a besoin à tel horizon, parce qu'on sait qu'on va lancer un tel secteur et un tel secteur et un tel secteur. Donc, ces capacités sont très importantes. Je passe à la deuxième partie prenante qui est très importante, celle de l'entreprise. Souvent, et je vais me focaliser sur les ressources humaines, souvent les ressources humaines, malheureusement, dans les entreprises marocaines, les ressources humaines, c'est des forteresses. Oui, c'est la forteresse où laquelle, en fait, il y a plein de choses, mais on ne le dit pas ouvertement. Aujourd'hui, la fonction ressources humaines, elle est amenée à se territorialiser. Et je vais l'expliquer. De par aujourd'hui des études académiques et des exemples de benchmark à travers ce qu'on appelle la théorie de contingence, qu'aujourd'hui, les ressources humaines ne se focalisent plus sur les besoins internes, mais elles se focalisent aussi sur des problématiques réelles de contingence externe. Les contingences externes deviennent une réalité au niveau des ressources humaines. Et si réellement on ne prend pas en considération l'environnement dans lequel l'entreprise fonctionne, on ne sera même pas capable de collaborer avec l'extérieur. Tout à l'heure, j'ai entendu parler que, effectivement, le coût salarial va augmenter. Excellent. Moi, je dis c'est excellent. Il va y avoir une pénurie parce qu'on n'arrive pas à attirer les bonnes compétences au niveau de Kenitra, par exemple. Ou parce que pour l'amener, ça coûte excessivement cher. Ben, toutes ces problématiques amènent nécessairement les ressources humaines à repositionner leur approche et leur méthode parce qu'ils seront obligés de ressortir vers l'extérieur pour développer des réseaux, pour travailler en cluster, pour travailler avec l'ANAPEC, l'institutionnel, encore davantage, et de trouver d'autres solutions en amont, pas nécessairement juste avant le stage. Moi, j'ai évolué dans une société qui s'appelle Managem, qui avait une grosse problématique territoriale sur laquelle il fallait les parties prenantes locales
était une réelle partie prenante, où les ressources humaines devaient développer un territoire autour de la mine. Donc ces aspects-là sont nécessairement contagieux et on les verra de fur et à mesure. Et je pense que l'entreprise devrait revoir, dans le cadre de sa responsabilité sociale et sociétale, de ressortir dans son environnement pour promouvoir l'entrepreneuriat, les réseaux, la verticalisation. Il y a énormément de choses et on n'est pas les premiers à le faire parce qu'en France, en Europe, aux États-Unis, ces territoires, l'expérience à travers les territoires est prospère et on peut réellement en avoir vraiment des exemples. Dernier élément, et c'est le dernier, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines, moi j'ai identifié dans les ressources humaines qu'il y a d'abord les jeunes. Et les jeunes, à un certain moment, les jeunes, parce que dans l'association on appelle ce qu'on appelle les non-crews. Les non-crews, c'est en fait les gens qui sortent, qui sont à l'université ou à l'école, pour lesquels on développe des soft skills à travers des case studies, des jeux, ainsi de suite, et les amener à travailler sur leurs compétences, ou travailler sur des projets, des mini-projets à caractère social ou à impact environnemental, parce que c'est des éléments importants. Ce qu'on remarque à travers notre expérience, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont abandonné leur territoire. Je m'explique. Au lieu qu'on s'approprie le territoire, au lieu qu'on s'approprie notre vie et qu'on l'aime, ben on n'aime pas, on aime toujours ce qui est extérieur. Parce que, si vous avez bien remarqué, c'est que dès notre petit âge dans l'enfance, ben on nous raconte que vous allez partir nécessairement faire une chose quelque part. Et donc on est toujours ouvert à quelque part plus qu'au territoire. On est en train de parler par exemple sur les campagnes, comment insérer les gens et les agriculteurs de campagne et éviter l'agriculture et éviter les zones rurales. Réellement, si on ne s'approprie pas et on n'aime pas ce qu'on est et d'où on vient et les ressources à travers lesquelles, c'est impossible de sortir une intelligence territoriale à travers ces aspects-là. Maintenant, il y a la partie comment attirer les seniors qui peuvent apporter une réelle valeur ajoutée à un territoire. Et là, on parle d'attractivité. Quand quelqu'un se déplace, nécessairement, il se déplace par rapport à un cadre de vie. Et donc, on ne peut pas parler juste de l'adéquation entre la ressource et l'emploi et la compétence sans mettre en perspective ça. Et en mettant en perspective ces aspects-là, nécessairement, la région peut travailler sur des programmes et des politiques de régulation pour pouvoir mettre en dynamique tous ces aspects. Parce que sans ça, ça sera vraiment ça ne sera pas structuré autant que projet ou programme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sionis Hezbollah. Donc, Sionis a analysé sous 3 angles la problématique d'aujourd'hui, celle des institutionnels, des entreprises, des ressources humaines, jeunes ou seniors. Il a défini la notion de territoire et puis automatiquement de responsabilité sociétale et aussi territoriale des entreprises, ce qui nous mène à souvent des entreprises étendues, donc au-delà de leurs frontières très étroites. Il a aussi un petit peu critiqué ou bien émis certaines critiques ou à la manière dont s'élaborent les PDR, sur le plan de développement régionaux, justement parce que finalement, les plans, parfois l'intérêt des plans de développement régionaux, de tous les plans de développement, c'est pas le rapport, mais c'est la démarche. Parce que la démarche est un processus d'apprentissage des acteurs, et donc ça aurait nourri et soulevé des questions beaucoup plus pertinentes si les acteurs eux-mêmes allaient travailler avec les autres, faire appel à des cabinets. Voilà, donc on vous remercie. Donc je passe la parole à la salle. On n'est pas très nombreux. Donc, oui. Pour le moment, on forme des exécutants pour qu'ils accompagnent dans les études qu'on a ici.
Est-ce que vous ne pensez pas, bon, vu votre place et tout ça, et vous avez le contact avec les gens qui décident, former des ingénieurs, c'est-à-dire parce que la politique il va avec l'économie, un jour, il aura peut-être, ça va changer, et pour ne pas créer des gens ici, à l'instar de stylisme, modélisme, on a des gens qui sont bien placés, qui pensent qui innovent, qui trouvent des choses qui sont neuves, tout ça. Alors former des gens, des créateurs, et pourquoi ne pas avoir dans 5 ans, 10 ans, la voiture marocaine, le camion marocain, tout ça. C'est pas toujours exécutant. C'est une occasion et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur tout ça, donc pourquoi ne pas penser à ça? Merci. تشكر اولا في البدايه الساده المحاضرين على قوه الكلمه. بالنسبه للانشطه اللي كتقدمها الجماعه الطلابيه ما تتساهمش بالشكل وما تعطيش الاهداف الموجوده وما تتشارك في الفاعل الاجتماعي رغم الخبره ديالو الاهتمام ديالو. لماذا؟ ما عرفتش. كذلك بالنسبه للمناطق بالنسبه لمجموعه الاستثمارات المقرره الاجنبيه وهنا ما فيهاش ذكور. هذا الاشكال رغم ان العدد كبير من هذه الطاقه ديال الغرب واحد العدد كبير تحتاج باش انه يشتغل. كذلك بالنسبه للارنوس بالنسبه للموارد البشريه نظروا كذلك قرار كلمات كبيره ولكن الاتخاذ ديالو ما تيلزمش واحد النسبه ديال الاشهر بالنسبه للتجارب. ما عرفتش علاش واش نحددوا المهندسين كبار خبره كبيره ولكن ما تيتقارنش واش ما كاينش تدخل. مثلا مثلا تقابل المهندسين تيتقارنوا على الدرب وخمسه مهندس كبار ما تيمكنش تيجي واحد تيجي في اشتغال وكنت ياخذ 10 15 ولكن إذا جا أجنبي تيتقاضى واحد الأجرة تطرح. إذا كيفاش تنحافظوا على الموارد البشرية ديالنا باش تستقر في بلادنا وتعطي تهيئة. كذلك هذه المشاريع إذا تقدم سواء في المؤسسات تقول الشراكة التعليم مثلا جمعية الآداب ولا مثلا فيدرالية الوطن جمعية الآداب باش تيبغيوها ملي تبغي تصلح ولكن يبينا هو الشريك الحقيقي. تبغيو هذا التمدين حل العافية فاهم مزيان ولكن يبينا هو هذا. سي بون. Rapidement, je remercie les intervenants pour la qualité de l'intervention. Ma question est directe et je rebondis à l'intervention de M. Hassoun que j'ai apprécié énormément. Vous avez parlé de la finance, vous avez parlé du marché de la formation, vous avez parlé de l'écosystème, vous avez parlé du mécanisme d'accompagnement aux organismes de formation privée. Aujourd'hui, en tant qu'ex-organisme, entreprise, je vois aujourd'hui que les entreprises n'ont plus confiance au mécanisme de remboursement de l'INPEC et ils optent de plus en plus vers l'option tiers payant. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise ne veut plus s'engager financièrement et attendre par la suite le remboursement d'argent. Du coup, ils optent vers l'option tiers payant et on sait bien que accéder à l'option tiers payant, il n'y a pas plusieurs organismes de formation qui sont éligibles au tiers payant. Ma question est que comment l'INPEC peut accompagner les entreprises de formation privée à accéder à cette option de tiers payant. Merci. Donc nous avons une initiative, je vous remercie de cette initiative. Alors brièvement, je vais rebondir sur les points abordés par M. Nunes qui a parlé du triptyque institution, entreprise, RH. Donc en tant que DRH, je ne connais pas trop les institutions, mais je vais parler de ce que je sais bien, à savoir le monde de l'entreprise et les relations humaines. Je parle pas de ressources humaines, c'est un autre débat. Le triptyque ne fonctionne pas aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est culturel aussi. Quelqu'un a parlé dans la salle de la culture. De très tôt, on a appris à être dans la compétition, à former d'excellents Messi et Cristiano, mais jamais des équipes.
de l'équipe nationale à le monde de l'entreprise, partout dans la famille, partout. On ne sait pas délivrer en tant qu'équipe, en tant que de très bons individus, mais très peu de livrables à travers l'équipe, l'esprit d'équipe, et c'est malheureux. Il y a un système de valeurs derrière qu'on a perdu, qu'il faudra récupérer, revenir aux origines, c'est très simple. Maintenant, vous avez parlé de forteresse, moi je parle de bois noir. Les relations humaines aujourd'hui en entreprise sont très critiquées, convoitées, ça dépend. Chacun a sa stratégie pour aborder ces gens des RH et les accrocher. Maintenant, l'heure est à la co-responsabilité et ça commence par nous, chacun de nous. Au lieu de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, moi en tant que personne, en tant que mère de famille, en tant que DRH, en tant qu'amie, femme, etc., qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Si on a une question quand je sors d'ici, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Une action, pas des programmes, des plans, c'est joli, des rapports qui finissent dans les placards, ça c'est bien. Entre stratégie et exécution, il y a toujours les mers et les océans. Faisons des choses simplement, des initiatives et qu'on aille jusqu'au bout, qu'on travaille ensemble. Merci. Monsieur Monet, c'est le président de l'association de recherche pour le développement qui est très durable. لاحظنا على المتدخلين وهما كيتشدوا على تكوين الكفاءات اللي غتستافد منها المقاولات اللي كتشتغل في البلاد سواء كانت مقاولات وطنيه او مقاولات اجنبيه يحدوا على التكوين كانها مهمه ديال مؤسسه الدوله ديال المؤسسه العموميه بينما انا اعتقادي ان التكوين مهمه مزدوجه لذلك ما هو دور هذه المقاولات سواء كانت وطنيه او اجنبيه شنو دورها حتى هي التكوين لان التكوين كيتم في مراحل مختلفه هناك التكوين اولي ومن بعد كيمشي هذا الشاب المكون لواحد المقاوله وهذيك المقاوله المفروض عليها دير تكوين ثاني او دير تتبع للتكوين اذا واش الدوله من المفروض عليها انها تهيئ واحد الشاب مكون على طبق من ذهب لتهدير هذه المؤسسات خاصه المؤسسات الاجنبيه هذا غبن الحق الوطني خاصة إذا عرفنا شنو هي الشروط اللي جات فيها هذيك المقاولات الأجنبية شروط التحفيز الضريبي شروط إعفاء الضريبي ربما لسنوات طوال الشروط ديال تكوين تهيئ البنية التحتية موجودة على عاتق الدولة على عاتق الضريبة العامة إذا تيخص ملي نبحثوا في هذا الموضوع ديال التكوين نفكروا شوية وطنيا حنا مغاربة نريد التكوين ولكن نريد من الآخرين الذين جاءوا ليشتغلوا عندنا ويستفيدوا أن يساهموا في التكوين. شكرا. Là, en supposant dans une situation idéale où on aurait vraiment des ressources compétentes, des ressources voilà, qui répondent aux besoins, est-ce que toutes les ressources, tous les jeunes qu'on a, ils auront l'opportunité d'avoir un emploi? Non. Donc la problématique, ce n'est pas uniquement une question d'adéquation d'emploi et de formation. La problématique, c'est de créer des opportunités d'emploi. Là, il y aura la contrainte. Maintenant, il y a toute cette, ces discussions, ces commentaires, tout ça, parce qu'il y a des choix. Vous faites une demande, une offre d'emploi, vous avez des dizaines, des centaines, dernièrement d'ailleurs, même maintenant, nous accompagnons l'administration pour réaliser un concours de recrutement. Nous avons eu 8000 demandes pour 20 postes. C'est des personnes qui ont de très bons diplômes et qui ont l'air d'être des ressources qui sont qui ont vraiment leur place et qui peuvent créer de la valeur à leur tour. D'accord? Maintenant, la grande problématique au niveau territorial, on ne peut pas focuser uniquement sur les multinationales. C'est vrai qu'elles font l'événement. C'est vrai que si on fait j'ai essayé, par manque de chiffres, on ne connaît pas exactement quel est le nombre de personnes, d'emplois qui sont créés par les multinationales. Ici, par exemple, dans la région, j'essaye de faire un petit calcul, c'est peut-être autour de 40 000, 50 000. Je ne vais pas avoir de chiffres. Bien, autour de 40 000, 50 000. Mais au niveau de la région, donc l'État, combien de personnes
en situation dans l'âge d'activité, etc. Donc on doit aussi s'intéresser à ces gens-là et comment faire en sorte d'avoir une ressource humaine, disons, qualifiée, compétente, pour qu'il y ait justement cette dynamique aussi de création de l'emploi. Maintenant, on parle beaucoup de dispositifs, etc. Mais dans notre époque maintenant, il y a Internet aussi. Il y a la digitalisation. Et du coup, ça peut démocratiser aussi la formation. Si vous allez faire un petit tour sur Internet, vous retrouvez toutes les plateformes maintenant digitales pour la formation et qui vous donnent la possibilité de se former. Et après, si vous avez besoin, on avait besoin d'un certificat, etc., donc vous allez payer. J'aimerais bien aussi qu'au niveau de l'ANAPEC, c'est vrai que vous avez certainement, vous devez avoir ce projet, mais c'est extraordinaire. Et alors là, on peut imaginer qu'on peut mettre au point, élaborer un dispositif de formation pour développer des compétences spécifiques, précises. Et la compétence est à tous les niveaux. Tout à l'heure, on a entendu un monsieur qui dit les entreprises multinationales ne viennent pas chercher des compétences, ils viennent chercher des ouvriers. Mais les ouvriers, c'est une compétence aussi. Toute personne qui intervient dans un processus, c'est nécessairement des compétences, c'est pour livrer un résultat. Donc, on doit absolument passer à cette logique que chaque personne aussi, elle s'approprie sa propre aussi, sa destinée, et qu'il puisse aussi faire en sorte de développer son employabilité. Il y a des ressources maintenant, il y a des ressources qui n'existaient pas dans notre temps. Je me rappelle, dans notre temps, pour acheter un bouquin, là, il fallait vraiment avoir les moyens. Ce n'est pas le cas maintenant, vous pouvez poursuivre tout un processus, et bien sûr, il y a en plus des dispositifs qui existent et qui peuvent encore être plus efficaces et peut-être plus faire un travail de proximité, mais on peut arriver à des résultats. Maintenant, il faut vraiment dynamiser de telle sorte à créer des emplois. C'est une grande partie des étudiants aujourd'hui qui sont en France pour cette allemand, sont les meilleurs aujourd'hui, sont les meilleurs classés en leur entreprise. Je suis en contact quotidien avec des ingénieurs qui ont fait Luxembourg, qui ont fait la France ou la Belgique, vraiment un épanouissement extraordinaire. Donc, الشركات ديال الاوتوموبيل اللي كاين في قطر كان واحد التجارب ديال الاخبار شكون لا ريزون لان effectivement كاين des métiers qui sont adaptés aux femmes, aux filles plus qu'aux garçons. sont des benchmarks internationaux. جيت الكراج الاوتوموبيل السياره الكوريا غتلقى عندهم البنات باسكو هادشي اللي عطا الله لنا ديجا هما داخلين البيزنس بلان ديالهم ils ont opté pour cette catégorie d'employés qui sont les femmes. Voilà ce qui est important, ce qu'il faut noter aujourd'hui. Alhamdoulilah, je connais la France sociale, qui est des entreprises aujourd'hui qui viennent de s'installer, qui recrutent plus d'hommes que de femmes. 80%, 90% d'hommes. Je cite comme exemple des Castal, qui fait tout ce qui est la ligne jante en aluminium, réellement 80% des hommes, des garçons. Donc, il y a une équipe qui est en train de se faire au niveau de la zone de القاهرة وحنا بالنسبة لنا البنت أول الحمد لله ماشي مشكل. C'est vrai qu'au niveau de القاهرة كاين مشكل effectivement j'ai assisté des sittings des jeunes garçons qui sont déguisés en femmes, en filles, etc. J'ai assisté à ça. Mais il faut dire que les choses sont en train de changer et il ne faut pas penser à d'autres crayons de création d'emploi. On ne doit pas être focalisé sur un crayon d'emploi, il faut faire preuve d'imagination pour d'autres crayons et d'autres méthodes de création d'emploi. Je fais allusion à l'auto-emploi, à l'emploi indépendant, à la sous-traitance, au travail en freelance, donc beaucoup de choses qui peuvent se développer dans ce. N'est-ce pas la question concernant le tiers payant? Donc, ce que je peux vous suggérer, c'est tout d'abord adresser une demande au ministère de l'Industrie et du Commerce, une copie à l'APEC pour étudier, parce qu'il y a un certain critère. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que l'IFMIA, par exemple, à Kintra, a obtenu cette décision d'être tiers payant. Maintenant, et ça, il a suivi cet itinéraire. C'est d'envoyer une demande au ministère de l'Industrie et du Commerce, au ministère de l'Emploi à travers l'APEC, et d'étudier un certain nombre de
critères que vous devez valider. تكون داخل المقابلة effectivement خص المقابلة تشارك خص البوبليك يبارتيسيب à la montée en compétence du jeune, il faut qu'il investisse aussi. Sachant que l'État fait, l'État de Doula, aujourd'hui en plus de la formation qui se fait au niveau des universités et des écoles d'ingénieurs, même les jeunes qui aujourd'hui insérés par une entreprise dans le secteur émergent, l'Université du Maroc, chaque formation. Et chaque formation, il varie d'un niveau à l'autre. Il varie jusqu'à, par exemple, l'automobile jusqu'à 66 milliards. 66 milliards de formations par personne qui est liée à la personne, à la carte nationale de la personne. Donc, à de chaque formation, ça commence à partir de 6 milliards. 6 milliards, 60 milliards en fonction du profil. Maintenant, effectivement, il faut que aussi l'entreprise joue son rôle. Voilà, merci. Alors, si vous voulez, on va partir de là. Bien ayant réuni des institutionnels de la région, des professionnels du secteur privé, des consultants et des chercheurs universitaires, et puis des professionnels publics de la formation et insertion, cette riche journée, tout le monde l'a reconnu, a été articulée autour de deux axes. D'abord, les perspectives de développement économique et industriel de Kénétra et sa région, à travers la création d'emplois et les besoins en compétences. Et puis le deuxième axe, l'adéquation emploi, ressources humaines. Quelle problématique et quel axe de progrès. Ne faites pas attention aux fautes orthographes, parce que les profs qui font le maximum de fautes orthographes, c'est pour ça qu'ils vivent longtemps. Un fil conducteur, et qui est un dénominateur commun et qui a caractérisé les diverses interventions, c'est que la problématique du capital humain est au cœur de toute conception d'intelligence territoriale. Cette problématique du capital humain, à travers l'expérience prometteuse de la région de Kénétra, a été abordée, à mon sens, si je fais, à travers des prismes des uns et des autres. Le premier prisme, ça a été un prisme analytique, critique, qui s'interroge sur la prise en compte ou non du capital humain dès le départ dans toute conception d'une démarche d'intelligence territoriale et de régionalisation avancée. Un prisme empirico, j'appellerais empirico-factuel, les faits, se basant sur le vécu expérientiel, à poser des questions pertinentes, telles que quelle attractivité territoriale pour les compétences de qualité, quelle démarche prospective à court terme, à moyen terme, pour anticiper les changements de métier, comment généraliser et adapter les expériences d'observation des métiers et compétences au niveau des branches et des régions, comment renforcer la mise en œuvre de la clusterisation adopté depuis quelques années par les pouvoirs publics. Il faut bien savoir qu'on était avant en avance. Troisième prisme, c'est un prisme macro et méso-économique de cette articulation intelligence territoriale et compétences qui avance les constats suivants, qu'on peut résumer. Une avancée indéniable, tant au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif, néanmoins, ces avancées au niveau des études réalisées ne sont pas suffisamment capitalisées. Elles lèchent. D'où une question largement partagée dans les débats. Pourquoi depuis des décennies avons-nous l'impression de faire du surplace? C'est une impression. Dans cette équation formation-emploi, le premier colloque auquel j'ai participé, est-ce un manque d'intérêt accordé à l'immatériel dans les programmes de développement régional? L'importance de l'immatérialité dans le développement économique et social ne nécessitait pas le renforcement de deux conditions que vous avez soulevées indirectement, à savoir mettre en place dans le territoire un écosystème multi-acteurs, d'où la problématique des logiques de facteurs et des logiques d'acteurs. C'est facile les facteurs de production. Ce qui est le plus complexe, c'est la multiplicité contradictoire des logiques d'acteurs. D'où tout ce que vous avez soulevé, comment la coordination et l'information ne passe pas la communication. Développer la culture et la pratique de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau régional avec l'implication, l'adhésion et la coordination des acteurs locaux. C'est facile à écrire, très difficile à réaliser. Le prisme genre n'est pas une équation ni une question de mode, mais c'est une question fondamentale dans une dynamique d'intelligence territoriale orientée vers le développement humain. Le prisme comportemental
Ce prisme a eu le mérite de ne pas contenir le capital humain dans sa simple dimension technique de qualification. Mais le vrai enjeu est comment assurer des systèmes de formation capables de produire des jeunes aptes à s'auto-former et à s'autonomiser. Les soft skills, du primaire au supérieur en passant par le secondaire.